Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes sont mises sur la table et deux invités m'accompagnent sur le plateau, chacun donnant son point de vue. L'actualité dans le pays reste encore ce matin dominée par l'arrivée ou l'entrée des troupes ougandaises dans notre sol. Les Ougandais sont bel et bien chez nous et ils mènent des actions conjointement avec les FARDC. Est-ce la solution miracle pour tenter de régler définitivement ces problèmes de l'insécurité? On en parle. On revient également dans ces journaux sur l'affaire Congo Hold Up. Kabila est véritablement le voleur qu'il faut pendre. Est-ce qu'il a vraiment détourné cet argent? Ce matin, d'autres proches du président Félix Tshisekedi étaient également cités dans cette affaire. On finira peut-être aussi par d'autres questions importantes et d'actualité, notamment la sortie du ministre des Finances qui dit qu'il a subi des pressions pour sortir ou payer deux fois quelqu'un. Deux invités m'accompagnent sur ces plateaux. Armand Moukoulou pour la première fois avec nous. Monsieur Arma, bonjour. Bonjour, monsieur Perrou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Effectivement. Si vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Vous êtes de la Convention des Congolais Unis, exactement, parti cher à monsieur Lambert Mende, et vous êtes de l'Union Sacrée. C'est exactement ça. Exactement. Ceux qui disent que Mende, c'est un monsieur instable, qui était avec Kabila, à la première occasion, il trahit Kabila, il saute comme un rat dans la mer, et que là, il est encore en train de rechercher les fonctions. Vous leur répondez comment? On peut vous donner un ministère pendant plus de 10 ans, et à la première occasion, vous trahissez autant votre bienfaiteur? Non, monsieur Perrault, ce n'est pas question de trahison. Vous savez, la politique a toujours été dynamique, mais je ne parlerai pas beaucoup plus sur le dynamisme. Je vais beaucoup plus m'atteler sur le fait que Lambert Mende est dans une philosophie idéologique lumumbiste. C'est d'abord un nationaliste lumumbiste. Alors, si nous faisons une petite analyse objective, vous allez vous rendre compte que tous les concerts qui ont fait de sorte que Lambert Mende puisse être dans un système politique n'ont pas toujours été des opportunités inattendues. Ça a été soit des consensus, soit des pourparlers. Donc par là, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens les qualifieraient par exemple de quelqu'un qui est inconstant. Non. Non, il était quand même le porte-voix de la Kabylie, Lambert Mende. Plus de 12 ans, Kabila l'a laissé là comme ministre. Les gens pouvaient s'attendre à ce que Mende reste quand même fidèle auprès des Kabila, non? Non, rester fidèle, c'est trop dire. Mais Lambert Mende a toujours des bonnes relations avec le sénateur Abi Joseph Kabila, que je salue. Bien que peut-être ces derniers temps, ils ne sont pas en contact permanent. Mais moi, je vous affirme ici que Lambert Mende n'est pas ennemi à Joseph Kabila. Vous n'allez pas voir un membre de la CCI, soit un cadre de la Convention congolaise unie, sortir sur un média de la place, insulter ou soit jeter des pierres sur la personne de Joseph Kabila. Bien qu'aujourd'hui nous sommes dans l'Union Sacrée, comme on l'a toujours dit, Kabila avait fait ce qu'il pouvait faire. Son temps est passé et aujourd'hui nous sommes avec le président Félix. Allez, pour débattre avec vous, un habitué de nos plateaux, le procureur du peuple, Moudjahidine, l'homme qui voit plus loin au-delà de l'Himalaya. Et de l'aigle. Il dit des choses qui se concrétisent. Ils sont en train de se concrétiser. Comment ça va, cher ami Nico Fall? Oui, je suis très bienvenue sur ce plateau. Merci. Le rappel national. Merci et je salue aussi mon estimé Armand, avec lequel partageons ce plateau. Comme vous-même vous êtes approprié le rappel national, je dois procéder vite. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour... Le caméraman doit nous aider à voir. Okay. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 757 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 643 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 233 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 757 jours pour la fin de ce mandat. Aux gérants
qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, dans les 3 exercices, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? C'est une question. Au gérer, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Malgré la guerre qu'il y a autour de la présidence de la CENI, d'autres magouilles se font la nuit, les jours de vote. Après le vote, lors du dépouillement, comptage manuel, retransmission des voix sur les listes. C'est en ce moment-là que beaucoup de candidats qui ne battent pas campagne commencent à sillonner tous les bureaux la nuit. Ne peut surveiller cela que c'est le témoin. C'est le témoin qui peut l'annuler. Un candidat indépendant, un parti politique et les recoupements politiques. Allez, c'est très bon. On y va. Salut. Allez, vous avez entendu ce qui... qui... pas encore fini. Ok. Et je ne peux pas rester indifférent à ma qualité de procureur général pour le peuple. 446 jours depuis que M. Daniel Massaro est arrêté politiquement au CPR. Donc ça fait plus d'une année que Daniel Massaro est là. 446 jours. Il n'a pas encore été jugé. Il a été arrêté depuis le 6 mai. J'ai enquêté sur l'affaire depuis le 6 mai. 2020. Pas de procès. 2020. Dites-moi, en vertu de quoi? En vertu de quoi, mes frères? N'a-t-il pas une famille? N'a-t-il pas des enfants? N'a-t-il pas une femme? N'a-t-il pas un papa? Des frères et sœurs? Des oncles et des tantes? Lui ne peut-il pas bénéficier de votre prétendu état de droit? Bon, cette affaire de Daniel Massaro, on en parle tous les jours. Je pense quand même qu'à un moment donné, il faut que les choses soient faites. Plus d'une année, jugez-les, condamnez-les. Ce serait justice que de le garder comme ça. Et c'est ça votre prétendu état de droit. Il va répondre. Arma va répondre. Vous avez entendu Arma dire que Mende n'a jamais trahi Kabila. Est-ce que vous êtes dans la logique de ceux qui estiment que Mende est quand même plus de 12 ans ministre, bénéficiaire des ordonnances de Kabila? Il saute à la première occasion pour vous. Il parle du dynamisme politique. Vous qualifiez ça aussi de la politique dynamique? Bon. Une seule leçon que j'ai tirée. Les Congolais dans leur ensemble, dans la majorité, ce sont des opportunistes, point barre. Mendaneta. Il faut aller du côté où l'on paye des gens régulièrement. Juste ça là. Il faut aller du côté où on paye à la fin du mois. Point barre. Il y a des gens que moi je ne pouvais pas comprendre, quelles que soient les raisons. Avant que Lambert Mende ne soit ministre des communications et médias, il était ministre des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Mais Kabila a servi beaucoup de gens. J'estime qu'il est dans une école de comprendre qu'est-ce qui est congolais, qui ne l'est pas. Non, mais lui il dit que c'est ça l'idéologie lumumbiste. Mais c'est quelqu'un qui est vie, qui baigne dans les lumumbismes, non? Je n'aimerais pas beaucoup parler, m'épiloguer longtemps sur ça. Ce que je sais pas si les lumumbisme est synonyme du pantouflage politique. Lambert Mende était opposant à Mobutu. Membre de l'UDPS à cette époque-là? Non, écoutez, Mende quand il est venu, il s'était venu comme opposant. Après, on s'est rendu compte qu'il était dans le service des renseignements. Après, il a intégré l'union secrète de l'opposition, porte-parole. Après, il est devenu ministre de Mobutu. Après, lorsque l'AFDEL entre, Lambert Mende s'est retrouvé au RCD. C'est après le RCD qu'il avait rejoint Kabila. Aujourd'hui, il a quitté Kabila, il a rejoint Antoine. C'est son droit le plus légitime, mais le dynamisme ne doit pas être synonyme de pantouflage politique. Allez, c'est noté. On va aller dans la politique. Arma, je vois que je suis noté. Je te donne 5 minutes, tu vas réagir. L'actualité politique, c'est aussi où tu veux d'abord réagir ou que tu... Non, je voudrais juste amener des petites précisions par rapport à ce que Nicofa dit. Ce que Nicofa vient de lancer comme débat. C'est vrai que Nicofa a tracé une adresse significative par rapport au parcours de l'honorable Lambert Mende. Mais je crois que Lambert Mende lui-même avait donné des argumentaires solides par rapport à son parcours. Il a dit quoi? Ce qui avait fait de sorte qu'il soit dans une quelconque rébellion.
Voilà, donc c'était une rébellion positive. Ce qu'avait fait même que Mosé Laurent Désiré Ils nous ont coupé le courant ici, vous appelez ça positif? Non. Le RCD de Mende à l'époque. La mère Mende n'avait pas coupé du courant. Il était au RCD qui avait coupé le courant. Il n'avait pas coupé du courant. Vous l'avez si bien suivi, c'était sur, je crois, Bossolo. Il avait expliqué complètement ce qui a été son parcours, même quand il fila la rébellion. C'était une rébellion organisée et puis une rébellion positive. C'est ce qui a fait même de sorte que Mosé Laurent Désiré Kabila, père son âme, puisse les récupérer, puisse les découvrir. Donc ce n'était pas une rébellion qui était dans une philosophie de tuerie, non, ce n'était pas ça. J'en passe. En droit comparé politique, on nous dit le système politique vive sur base d'un programme politique. Vous le savez mieux d'ailleurs. Alors, moi je ne vois aucun mal lorsqu'un individu X, même si on ne parlait pas par exemple de Lambert Mende, lorsqu'un individu X, M. Perrault ou bien M. Nico Faye, était dans telle obédience politique et qu'il y a un programme qui lui a été présenté, qui s'avère être un bon programme, un programme meilleur, bien que dans un programme, il y a beaucoup d'étapes pour la concrétisation, la faisabilité qu'on sort. Donc c'est tout un processus. Lorsqu'on met un programme en marche, il n'y aura pas un bâton magique qui viendra organiser la situation et puis amener la situation vers une réussite. Ça veut dire qu'il y aura toute une étape à suivre jusqu'à arriver à la finalisation de ces programmes. Alors, il a été présenté à tout le monde et le président de la République était très clair. Sa main était tendue à toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. On était au sein du FCC, après l'AMP, MP, on était au sein du FCC, en coalition avec Cash, en coalition avec Cash. On était dans une même gouvernance politique. On avait un même programme à partager, on avait un même bilan à défendre, on avait partagé les institutions ensemble, mais à un moment donné, ça ne tenait plus. Le chef de l'État, comme étant garant de la nation congolaise, dans ses prérogatives bien sûr, a voulu orienter la politique nationale vers des nouvelles donnes. Alors, il y a un programme qui a été présenté auprès de tous ces pairs de cette gouvernance. Bon, Lambert Mende, c'est quand même un responsable d'un parti politique reconnu, assis sur toute l'étendue du territoire national. Donc Mende a suivi plutôt les programmes présentés par Tshisekedi. Les programmes, il n'y a pas question d'individu. Est-ce que Tshisekedi a présenté un programme dans le cadre de l'Union sacrée? Je ne me rappelle pas. Effectivement. Ah bon? Tshisekedi a présenté un C'était programme. Les Félix Tshisekedi. Axé sur quoi? Il y avait des axes. Je me rappelle d'un discours, il disait qu'on me bloque pour l'intérêt du pays, mais de là à dire que c'était un programme. Félix Tshisekedi a présenté un programme. Allez, des axes prioritaires à suivre désormais pour une nouvelle orientation dans l'Union. Bon, on va pas faire une émission sur Mende. C'est sur base de ça. On va pas faire une émission sur Mende. Je vais être équitable. Vous avez parlé deux fois, qui parle deux fois, en 2 minutes aussi, comme ça on entre. Il dit que c'est plutôt sur base d'un programme que Félix Tshisekedi a. Lesquels qu'on les sache tous. Mais les programmes. Et ceux qui nous suivent aussi retiennent quel a été ce programme-là présenté. Les programmes gouvernementaux. C'est lequel? Mais les programmes qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Les programmes gouvernementaux. Effectivement. Dès lors que nous savons les gouvernements. On avait discuté sur ça. Les gouvernements étaient tenus par qui? Nico Faye. Non, il y a des nuances. Nous avons un exécutif bicéphale. Une fois que le président qui est élu n'a pas la majorité à l'Assemblée, c'est celui qui a la majorité à l'Assemblée qui forme le gouvernement. C'est pour cela qu'on a vu Antoine avec sa présidence, on a vu Kabila avec son gouvernement. Si on était même logique, comment voulez-vous quelqu'un qui n'avait que moins de 32 députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui puisse avoir un gouvernement dans un régime semi-présidentiel? Nous avons ce régime semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier Paris. Parce que nous n'avons dans le monde que 3 régimes classiques. Le régime présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier les États-Unis. Le régime semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier la France.
Et le régime parlementaire qui a comme modèle dans le monde entier l'Angleterre. Alors, mais situez-nous, avec moins de 30 députés, dites-moi comment vous pouvez présenter un programme du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on peut appeler en politique trahison? Qu'est-ce qu'on peut appeler en politique trahison? Parce que hier, vous formiez la majorité gouvernementale. Et qu'aujourd'hui, sans qu'il y ait autre élection, vous ne vous retrouverez plus encore dans cette majorité gouvernementale issue des élections. On élit pour un mandat de 5 ans. On ne change pas les choses durant la législature. Si ce n'est que dans un régime comme celui-ci totalitaire. La pensée unique. Je comprends. Comme vous avez dit que le dynamisme, mais chez nous, ce que vous appelez dynamisme là, ça peut s'appeler aussi pantouflage. Ça peut s'appeler aussi trahison politique. Là n'est pas le débat, chacun a déjà... Allez, on va dans l'actualité. L'actualité, je l'ai annoncé, c'est l'arrivée des troupes ougandaises ici chez nous. Armand, le ministre de la Communication a tâtonné, il a dit qu'il n'y avait pas des Ougandais. Après, il revient sur son message en reconnaissant la présence des Ougandais ici chez nous. Est-ce que vous soutenez l'arrivée des Ougandais chez nous? Vous pensez qu'il était opportun qu'ils viennent et que leur présence aiderait à mettre fin aux opérations des ADF dans l'Est de la République? Merci, M. Perrault, pour la question. Vous avez 5 minutes pour ça. Ouais. Moi, je crois que le ministre de la Communication n'avait pas tâtonné. Bon, ce sont des termes. La première communication était une communication orientée. La deuxième communication était une communication de précision. Parce qu'à la première communication, il fallait aller à une méthode d'un flou qui devrait essayer un peu de distraire. Il fallait mentir. Bon, pas mentir, mais il fallait jouer à la communication d'un flou méthodique. C'est ce que lui-même avait d'ailleurs dit. Pour ne pas donner des informations réelles aux assaillants, sinon à ces groupes armés rebelles. Deuxièmement, c'était une information de précision. Parce qu'il y avait beaucoup des histoires qui circulaient sur les réseaux sociaux, tantôt des faussetés. Alors, comme il y avait réellement, cette fois-là, les troupes ougandaises sur le sol congolais, c'est à ce moment-là, maintenant, à sa deuxième communication, qu'il avait amené des précisions exactes et des faits réels par rapport à cette entrée des troupes ougandaises sur notre sol. Alors, nous sommes appelés à travailler ensemble, je dirais en cohésion avec nos pays frontaliers, ou bien je dirais avec des pays voisins à la RDC. Parce que, au niveau d'abord de l'Union africaine, il y a eu des recommandations qui ont été énumérées, notamment, il fallait mutualiser les forces entre les pays africains, même au niveau de Sergel, même au niveau de la sous-région, donc même au niveau de l'Afrique centrale, même au niveau de l'Afrique australe. Il fallait en général, d'une manière globale, au sein de l'Union africaine, qu'il y ait des mutualisations des forces visant beaucoup plus à traquer ensemble dans des méthodes communes. Alors, si nous nous rappelons par exemple lors de la récente participation du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, au point 3, 4, 5, 6, au sortir de cette grande réunion, de cette messe internationale, il a été demandé qu'au niveau des pays africains, qu'il y ait des commissions mixtes, paritaires, travaillant sur base des opérations militaires pour, je dirais, renforcer le renseignement au niveau africain et renforcer communément ces opérations militaires. Donc pour vous, la présence ougandaise est une bonne présence. C'est utile. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Est-ce que ce n'est pas la preuve de la faiblesse de notre armée? Non. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'arrivée des Ougandais 6 mois après l'état des sièges ici chez nous? Est-ce que l'état des sièges n'a pas échoué justement? Non, monsieur Perrault. C'est vrai que l'état des sièges est dans une phase, je dirais,
où il faut aller vers une solution. C'est-à-dire? Les effets ne sont pas encore totaux pour aller aux effets positifs. Mais il y a quand même déjà des avancées significatives dans l'organisation de l'état de siège. Aujourd'hui, il y a plusieurs localités récupérées grâce à l'état de siège. Aujourd'hui, grâce à nos 2 gouverneurs militaires, des magouilles qui existaient dans l'armée ont été détectés. Aujourd'hui, il y a eu des indicateurs clairs sur le plan de la logistique pouvant aider au gouvernement de mobiliser les fonds possibles pour l'armée. Aujourd'hui, on a aussi compris qu'il y a eu même des mainmises, des mains noires de politiques, des hommes d'affaires qui circulent ici très calmement à Kinshasa, parfois en Europe, des multinationales qui ont été détectées grâce à l'état de siège. Alors, je vais rappeler un peu, je vais faire un petit rappel scientifique. ADF a commencé à prendre ses sources en 1985. Je crois des premières actions ont débuté vers 1999. Alors, ce n'était même pas... Joseph Kabila n'était même pas encore au pouvoir. Vous comprenez un peu? Je suis en train de faire cette petite analyse comparative pour essayer de faire comprendre à la population qui nous suit en ce moment ici que la guerre, l'agression, la rébellion, c'est une histoire transversale. Qu'on ne peut pas prendre ça et mettre ça sur la tête d'un individu, qu'on ne peut pas prendre ça, mettre ça sur le dos d'un régime. Parce que même les donc on n'a pas de comptes à demander à Tshisekedi alors. C'est pas lui. On n'a pas de comptes à lui demander. Non, des comptes, c'est un peu trop dur. Tshisekedi est président de la République. Mais nous savons quand même comment est-ce que la guerre de l'Est nous a été imposée. Par une, je dirais, par des systèmes polysémiques, géostratégiques mondiaux en fait. Aujourd'hui, les rapports des Nations Unies qualifient cette guerre de l'Est comme étant du terrorisme qui a commencé à Sahel. Ça commence à prendre en fait de l'ampleur. Alors, si la MONUSCO, qui a le plus grand contingent mondial, n'a jamais parvenu à nous accompagner jusqu'à éradiquer cette guerre de l'Est. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous serons pressés, d'autant plus que l'état de siège est déjà en marche, a été décrété. Donc, on doit donner le temps à nos forces armées, accompagnées par les secondaires, on verra. Les accompagner dans cette dynamique de mutualisation des forces de renseignement militaires. Et puis on verra. Qui prouve déjà à suffisance ses efforts sur terrain. Il y a eu la première frappe aérienne qui a fait de sorte même que nous puissions avoir de résultats escomptés sur terrain. Il y a eu les porte-paroles des FARDC qui a donné des précisions là-dessus. Il y a eu les porte-paroles de la police nationale qui a aussi amené des précisions quant à ça. Moi, je pense que nous devons plutôt nous confier aux sources officielles. Allez, okay. Et nous méfier aux rumeurs, aux les ondits, aux réseaux sociaux, aux intoxications. Allez, parce qu'il s'agit d'une guerre qui frappe la nation congolaise. Ok, c'est bon. Nous sommes tous congolais. C'est bon, Nico parle. Nico, il dit que c'est une présence qui nous sera profitable. Il dit qu'il ne faut pas faire porter ça à un régime. Donc, le président Tshisekedi a trouvé ça. Il dit que les premiers résultats sont déjà escomptés. Vous répondez comment? Vous pensez que le Congo a intérêt à laisser l'armée ougandaise entrer chez lui? C'est avec beaucoup de peine, ahurissement, consternation, bouleversement et effarement que j'entends un tel discours sur un plateau sur lequel je participe. À titre de rappel,
Le régime a vanté l'arrivée des troupes kenyanes. Les troupes kenyanes sont arrivées. Diplomatie agissante. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les troupes kenyanes? Peut-il nous faire rapport ou bien faire le bilan des opérations menées par les troupes kenyanes? On avait trouvé combien de groupes armés et aujourd'hui on en est à combien? Combien de villages et combien récupérés? Après, ils sont venus avec... Les marines américains sont arrivés. Les Américains sont arrivés. Diplomatie agissante. Diplomatie agissante. Jusque-là, on n'a pas de bilan, on n'a pas de rapport. Aujourd'hui, on nous amène le bourreau d'hier. Il ne faut pas oublier que Kigali et Kampala nous ont fait les guerres. La preuve en est que au moment où nous tenons ce propos, Kampala doit à Kinshasa plus de 10 milliards de dollars. Condamné par la Cour internationale. Suite à l'arrêt d'une cour internationale. Faute d'une puissance militaire supérieure. Parce que les droits internationaux, moi je dis que non, ils n'existent pas, il est imparfait. Il n'existe que dans les têtes de faibles. Pensez-vous que depuis près de 10 ans, si cette condamnation était en faveur de l'Afrique du Sud, si cette condamnation était en faveur de l'Égypte, si cette condamnation était en faveur de l'Angola, pensez-vous qu'il n'y aurait pas eu même un début de paiement? Il y en aurait eu. Je vais vous rappeler une chose. Lorsqu'il y a eu attentat de Lockerbie, la majorité des victimes dans l'attentat de Lockerbie étaient anglo-saxonnes. Kadhafi a cherché à tergiverser. Kadhafi est allé à payer en termes de 2 milliards aux familles des victimes. On parlait de plus d'1 million de dollars américains par famille. Mais lorsqu'il s'est agi d'indemniser les familles des victimes du vol UTEA, où il y avait le francophone, ils ont été payés en termes de centaines. Les droits internationaux reposent sur la force d'un État. Vous êtes fort, on vous respecte. Non, mais il parle de la mutualisation. Il dit que les Nations Unies ont recommandé ça. Le Parlement a recommandé ça. Est-ce que les Nations Unies même l'Union africaine. Aujourd'hui, les Nations Unies peuvent vous recommander là où il y a déjà sa force. En plus, vous dites que non, la MONUSCO accompagne. Mais dites que non, il n'y a pas de résultats escomptés. La MONUSCO accompagne déjà près de 20 ans aujourd'hui. Mais il n'y a pas de résultat attendu. Moi, je pose la question. Pouvez-vous nous faire d'abord le bilan, le rapport sur les troupes kenyanes que vous avez vantées hier? Où en sommes-nous? Vous avez rendu mon pays mandat international. Avec votre gratuité, vous avez mandé dans le monde entier. Aujourd'hui, avec la guerre, vous continuez à mendier. Pensez-vous que les Ougandais vont venir, vont quitter l'Ituri, vont arriver dans le nord Kivu, vont aller dans le Tanganyika, vont aller dans le sud Kivu? Parce qu'aujourd'hui, il y a Tanganyika est occupé par les Zambiens, il y a des troupes zambiennes au Tanganyika. Le sud Kivu, il y a beaucoup d'incursions. Le nord Kivu, n'en parlons pas. D'ailleurs, au moment où nous tenons ces propos, le territoire de Mungwalu s'est vidé de sa population. La Codeco est en train de tuer les Congolais là-bas. Quand nous tenons ces propos, le territoire de Mungwalu s'est vidé de sa population. Alors, vous allez encore demander aux Ougandais d'aller jusqu'à Mungwalu. Quelle est la place d'une armée régulière? Nous avons des meilleurs soldats. Nous avons des meilleurs policiers. Moi, je suis en train de me poser la question. Est-ce que si les Américains étaient mis dans les mêmes conditions que les Congolais, est-ce qu'on parlerait d'une armée américaine? Mais lorsque je vois un major congolais, un major policier, payé à hauteur de 226 000 francs congolais, d'ailleurs la police, depuis que le régime est là, plus de 80% de policiers n'ont jamais été dotés en tenue et en bout. Je dis ceci, plus de 80%. Revenons sur l'Ouganda. Reviens sur l'Ouganda. L'Ouganda, je suis en train de... Lui dit que c'est une bonne chose. On doit travailler avec les pays frontaliers.
ce sont des recommandations des autres pays. Vous dites quoi? Pas question. Et pour vous, vous pensez non? Lorsqu'on vous recommande, même s'il y a eu recommandation, même s'il y en avait eu, vous devez gober pour gober, et puis on vous recommande pour aller tisser des relations avec qui? Est-ce qu'à ce jour, les 10 milliards que Kampala doit à Kinshasa, avec cette attitude, avec votre mutualisation, seriez-vous aussi en position de force de demander encore cet argent? Allez-vous encore regarder Kampala dans les yeux pour lui demander cet argent? Attention, moi j'écris ce que Mouzé avait dit. Mouzé avait dit qu'au Congo on aime des dirigeants faibles. Ceux qui disent oui, des oui-wistes. Nous tendons vers cela. Comment voulez-vous les concessions? Il parle du gouverneur du Sud du Nord Kivu. Il se distingue en quoi? Sa première mission était de mener la guerre. À Butembo, n'en parlons pas de l'insécurité, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, les généraux militaires du Nord Kivu se distinguent dans l'octroi des concessions. Il a octroie des concessions aux étrangers et à la famille présidentielle. C'est ça le travail pour lequel il a été appelé. Le travail pour lequel il a été appelé, c'est sécuriser les personnes et les biens. En plus, il ne faut pas oublier que l'état de siège, c'est une situation exceptionnelle qui peut s'estomper à tout moment. Mais l'on se constate que sur le terrain, la situation s'empire, il n'y a pas de résultat. Où avez-vous calculé le dégât collatéraux? Il a dit beaucoup de localités ont été récupérées. Quelles localités? Vous savez, si je me mets à dire la vérité, c'est comme si je donnerais l'impression que je suis pour le massacre de mon peuple. Mais suivez le rapport de la société civile. Ça, c'est le rapport de Kinshasa. Mais dites-moi sur le terrain, vous savez quand nous tenons ces propos, Amahagi, mon frère, lui parle du rapport. Amahagi, depuis hier, on a décrété des journées villes mortes. Pourquoi? Insécurité. Ils ont promis que si cette situation continuait, la semaine prochaine, ils vont lancer l'opération désobéissance fiscale. Ils ne vont plus encore payer les impôts, ils ne vont pas encore payer les taxes, parce qu'il y a l'insécurité. Ça ne peut pas se comprendre que les gens payent leurs impôts, les gens payent leurs taxes et que le Kinshasa soit incapable de les sécuriser. Mais vous nous parlez qu'il y a des avancées. Des avancées où? Moi je dis, quand nous tenons ces propos, à Mahagi, il n'y a plus d'activité. Alors, qui répond? Et à Mongwalo, la personne est en train de s'échapper. Armand, vous parlez des avancées, vous les avez vues où? Ils donnent les cas. Si les Ougandais vont rentrer vers Béni pour nous aider avec les ADF, qu'est-ce que vous allez dire alors des Zambiens qui sont chez nous? Vous répondez comment des Codeco? Vous les rencontrez comment par rapport aux arguments qu'ils posent sur la table? Mahagi, Mongwalo, mon frère parle. Tanganyika. Mon frère parle d'un régime faible, d'un pouvoir qui est dirigé par des faibles. Bon, je ne sais pas, parce qu'il y a des opérations conjointes qu'il fallait parler d'un pouvoir dirigé par un faible. En tout cas, je suis perdu. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi il y a la désobéissance fiscale qu'on veut annoncer? Attendez. Insécurité. Non. Qui parle? Non. C'est Armand qui a la parole. Soyons concentrés. Je vous inviterai à beaucoup plus d'élégance, mais aussi d'éviter ce que je pourrais qualifier comme une sorte de diffamation. Parce que vous êtes un grand intellectuel, un intellectuel de taille. Lorsque nous venons sur la place publique, un média très connu, de grande audience, et lorsque vous relatez des histoires, tantôt des faussetés, ça ne vous honore pas aussi. Vous voulez l'intimider, rencontrer les sur des arguments qui posent. Alors, je vous rappelle à l'époque où le sénateur a vu Joseph Kabila avait fait appel à l'armée rwandaise, à la République rwandaise, où on disait que FDLR Nabino tout comme ça. C'était aussi des opérations conjointes, bien que ça n'a pas abouti à une solution. Ça veut dire, en ce qui concerne des opérations militaires, on doit avoir beaucoup de réserves. Ce sont des questions liées à la sûreté de l'État. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'insister sur le fait que nous devons plus nous confier aux sources officielles. Nous avons besoin des résultats, et nous méfier aux rumeurs, aux paroles des leaders tels que mon frère Nico. Armand. Ici, nous ne voulons pas dévoiler ou violer les secrets de défense. Effectivement. Quels sont les résultats sur le terrain? Nico vous met sur la table
problèmes. À Mungwalu, il y a les coups d'écho. Ici, à Mahagi, il y a des problèmes. Je vous donne un exemple. Et puis il vous dit, comment est-ce que vous prenez notre ancien bourreau, l'Ouganda, qui s'est battu en public ici chez nous à Kisangani pendant la guerre des 6 jours. Condamné. Comment vous allez prendre un pyromane pour lui demander d'éteindre le feu? Je vais vous donner un exemple. En 1940, après tout ce qui s'est passé par rapport à l'histoire du monde, tout consort, nous avons vu Hitler être reçu à Paris, solennellement. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez des problèmes entre États, ou soit vous avez des contentieux entre pays, entre nations, vous devez casser baraque, éviter même des opérations conjointes, vous ne devrez plus fonctionner diplomatiquement, vous ne pouvez plus collaborer, vous devenez comme des ennemis dans une vie naturelle. Non, les États ne fonctionnent pas comme des boutiques. Les États ne fonctionnent pas comme nos maisons. Il y a des principes sur base desquels qu'il faudrait s'appuyer. Alors, il y a des chartes, il y a des conventions collectives sur base desquelles il faut s'appuyer. Lorsqu'on parle par exemple des recommandations ici du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc vous pensez que les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies vont là-bas pour faire des conneries, ou soit des matières traitées dans ces assises internationales? Ce sont des histoires où on parle là-bas pour blaguer. Mais non, dans l'Union africaine, il y a un cerveau qui fonctionne. Je vous ai parlé des recommandations ici du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous ai parlé des recommandations de la création des commissions mixtes au sein même de l'Union africaine. Donc par rapport à tout ce qui se passe, pas seulement pour nous en RDC. Vous vous fiez seulement à ces recommandations et à cette mutualisation. Attendez. Mais quand ils vous opposent le fait aussi que nous ayons des insécurités partout, là aussi vous attendez la mutualisation pour aller à Mungwalu, à Mahagi. Non mais les opérations sont en cours. Les opérations sont en cours. 4 provinces. Oh là là. Les opérations sont en cours. Allez-y à l'état-major général. Vous aurez des éléments. Les opérations sont en cours où? Mais grâce à l'état de siège. Je suis en train de parler dans le cadre de l'état de siège. Ah. Les opérations sont en cours. Nous parlons aux troupes ougandaises, maintenant, tantôt vous mélangez. Non. Vous m'embrayez inutilement. Vous m'embrayez. Vous êtes en train, en tout cas, de m'embrayer inutilement. Aidez-moi. Parce que c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Oui. Est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire dans l'Est de la République s'améliore? Est-ce que vous pensez que nos autorités et notre armée sont en bon chemin pour nous permettre de recouvrer notre situation sécuritaire? Avant l'état de siège, l'ADF contrôlait plus de 700 km. Et aujourd'hui, on vous parle grâce à l'état de siège. L'ADF ne contrôle que à peu près 5 km. Donc il y a des avancées significatives. Donc on ne peut pas venir ici, je dirais, nier les efforts fournis grâce à l'état de siège, ou soit on ne peut pas venir ici mettre sur la tête des Congolais que les opérations conjointes menées parallèlement sur une collaboration étatique bien organisée entre l'Ouganda et la RDC, ce sont des histoires inutiles. Mais non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Nous devons travailler en collaboration avec les forces des armées des pays voisins. Parce que l'ADF ne dérange pas seulement la République démocratique du Congo. L'ADF dérange même aussi l'Ouganda. Bien qu'on dise que ça a une rébellion en Bango, mais non. L'ADF dérange aussi l'Ouganda. Okay. Même l'Ouganda aussi est dans cette philosophie et dans cette réflexion de voir comment traquer l'ADF. Alors, je ne vois pas un problème si nous allons travailler ensemble, conjointement, pour aller de l'avant et puis chercher une solution. Nico, un dernier tour des paroles avant que je passe à autre chose. Vous lui répondez, je vous ai vu en train de bouger la tête, vous piaffez d'impatience par rapport à ce qu'il dit, un mot là-dessus et puis on passe à autre chose. Mais oui, j'ai tout un paquet beau, des choses à dire. Il vous dit, l'ADF contrôlait 700 km. Mais soyez précis, 700 km. À partir d'où
Jusqu'où? Il faut être précis, ce sont des opérations militaires. Oui, c'est vos 700 km là, dans quelle province? Je le confirme parce que c'est le porte-parole de l'armée qui l'a dit dans une conférence de presse dans laquelle j'étais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je confirme parce Je que ce qu'il dit, c'est c'est le porte-parole, le général Léon Kassongo qui a dit ça. J'ai dit c'est 700 km. 700 km. Wow. À Lodja. À Lodja. Mais nous sommes à l'Est. On parle de l'Est. L'Est là c'est quoi? Bon, quand vous parlez de l'Est là c'est quoi? Parce qu'à l'Est là, il y a la province du Nord Kivu. Vous voulez que l'armée vienne vous donner les grand leader. Les armées du monde, lorsque Washington va en Irak, vous voulez que l'armée vienne vous donner cette cartographie des résultats? Mais, attends, mon frère. Mais non. Écoutez, l'action militaire, une action militaire, on ne va pas voir les gesticulations, on ne va pas voir les déclarations, on voit résultats sur terrain. Mais moi je vous oppose un moyen. Dites-moi, vos 700 km là, c'est dans quelle province? Dans quel territoire? Il faut être précis. Lorsqu'une armée est en train de conquérir les territoires, on vous dit on a conquis territoire de Rubero, on a conquis territoire de Butembo. Mais dites-moi, vos 700 territoires là, commencez où et c'est terminé où? Il faut être précis. Parce que moi, je vous ai opposé le moyen ici, avec des territoires vrais, vérifiés. Je vous ai dit qu'à Amagui, il y a la désobéissance civile qui est en vue. Je vous ai dit que ce matin, à Mungwalo, la Codeco fait rage. Mais dites-moi, vos 700 km là, c'est dans quelle province? Dans quel territoire? Et vous, où est-ce que vous avez ces éléments? Ah bon, informez-vous alors. C'est-à-dire, vous vous réveillez, vous allez dans vos réunions politiques et vous venez sur le plateau. Vous ne vous informez même pas. Mon Dieu. Oh là là. On vient sur le temps comme ça s'informer? Non, je vous pose la question, est-ce que vous avez... En bon? Bon, vous savez que non, les services en ville, c'est faut payer. Hein? Les services se payent. Les services se payent. Je vous demanderai de me payer pour que je vous dise. Si vous n'avez pas eu le temps de vous informer, vous vous êtes réveillé comme ça un bon matin, vous êtes allé dans vos réunions et puis vous venez sur le plateau. Vous n'avez pas qualité. Je suis procureur, je prends mon temps. Je dis ceci. Vrai, vérifiable. Je vous dis, la vie de Mahagi, depuis hier et aujourd'hui, des journées de ville ont été lancées. Ils ont promis. Lorsque la société civile fait une déclaration. Si vous n'avez pas l'information, informez-vous à ceux qui ont l'information. Attendez, j'ai entendu parler de... Qui a l'information a le pouvoir. Attendez. Qui a l'information a le pouvoir. C'est dans mon temps, monsieur. C'est dans mon temps. De la place où il y a des problèmes de sécurité se prononce. Vous ne pouvez pas me sécuriser. Directement prendre cette vous information. Ne pouvez pas me sécuriser. Bon, c'était sécurisé. Vous contestez les journées filles mortes ou pas? Vous contestez les journées filles mortes? C'est-à-dire, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Mentez, il en restera quelque chose. Le côté de Ngambo Kate. Comme on a vu ici, on signe les ordonnances, maintenant ce sont les autres qui en payent les frais. Ordonnance à Makonga, Bowangani. Le côté de Ngambo Kate. Maintenant, c'est le directeur des prisons qui paye les frais de lourd tribut. Hein? Dites-moi, quelle est la responsabilité? Il y a directeur des cabinets de la libération s'il y a une ordonnance. Directeur des prisons. Directeur des prisons. Pourquoi nous avons ordonnance? Mais finalement, vous êtes dans quel pays? Un ministre qui remet en cause une ordonnance, dans quel pays, dans quel régime? Si ce n'est qu'un régime dépourvu d'acquitture textuelle, l'ordonnance est là. Les 3 premiers noms, ceux qui ont été condamnés par la Cour de cassation. En plus, mettez-vous en tête que un dossier d'ordonnance de grâce ne commence par la présidence. Ça commence primo. On parlait de la situation sécuritaire, Nico. Non, c'est pour le caractère mensonger de ce régime. Au lieu de donner... Écoutez, Bako Saka maladie. Bako Saka maladie. Débat, papa, comme na débat. Babomba maladie. Parce que l'écoutez, moi je vous donne... Maintenant, tu es dans une communication populiste. Je vous donne les faits. C'est avancé au Yabinowana. Et il y a un territoire Nini. Parce qu'au moment où nous tenons ce propos, je vous ai donné moi les provinces. Dans le Tanganyika, il y a les troupes zambiennes. Vous allez dans le sud Kivu, où il y a des occupations. Vous êtes dans le nord Kivu, il y a des occupations. Vous êtes dans le sud, dans l'Ituri, il y a des occupations. Mais dites-moi, vos avancées là, c'est dans quel territoire et où et avec qui? Avec nos bourreaux. Vous dites que non, une recommandation. C'est une recommandation. L'ONU n'a pas de force contraignante. La preuve en est que, il faut vous mettre en tête que la Cour internationale de justice, c'est une instance de l'ONU.
Mais pourquoi n'a-t-elle pas fait pression à Ouganda de nous payer notre argent? Mais là, vous ne faites pas pression pour avoir l'argent, mais vous n'êtes là que pour accepter les recommandations de votre prétendu ONU. Et ça existe même. Allez, on va prendre le deuxième thème de cette émission. Madame, messieurs, vous suivez l'émission CPL Débat. Deux invités m'accompagnent. À ma droite, monsieur Nico Fall, journaliste, et à ma gauche, monsieur Armand Mkoulou, qui lui est politique, membre de la CCU. Armand avait ouvert le bal. Je prends Nico Fall sur cette affaire des Congo Hold-up. Vous avez suivi nos confrères de la presse étrangère faire des enquêtes, des révélations accablantes contre Kabila et son entourage. Vous dites quoi? Est-ce que c'est un montage ou Kabila est véritablement ce voleur qui est peint dans ces enquêtes? Oui, à ma qualité de procédurier, s'il y a des révélations comme ça, je ne saurais pas émettre un avis positif ou négatif dans la mesure où je ne sais pas sur base de quels éléments ils se sont apaisantis. Mais, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle cherchait à présenter comme étant une révélation. Je prends seulement un seul aspect. C'est que le prétendu enquêteur ont cherché à présenter au monde comme étant une révélation. Ce n'était pas une révélation. Prenez par exemple, je prends seulement un seul aspect. L'aspect 42 millions... 43 millions. Non, c'est 43 millions, on a arrondi. Okay. Mais c'est 42 000 quelque chose. Cet aspect-là de la société égale. Comment voulez-vous, ce que vous prétendez être révélation, c'est un dossier qui a été déjà traité au niveau interne par une structure officielle, clôturée même, depuis le mois d'avril de cette année. Mais vous, non, de l'année de cette année. Mais vous venez 4-5 mois plus tard, comme vous présentez cela comme étant une révélation, ça biaise déjà l'enquête. Lorsque la présentation est mauvaise, lorsque les premiers sont gâchés en droit, le reste est gâché. Nous disons, est-ce que peut-on appeler un dossier? Je parle très bien en droit. Peut-on appeler une révélation un dossier sur lequel les structures de l'État avaient déjà tablé et clôturé les enquêtes? Peut-on appeler ça révélation? Ça biaise. C'est pour cela qu'on peut remonter plus loin. En droit, le fait de citer les gens sans qu'il y ait un jugement définitif, il faut que les lois de la République parlent. Il ne faudrait pas que je sois là seulement pour parler. Nous disons ceci, il peut y avoir. Mais la façon dont on a présenté la chose et le fixisme, je dis bien, le fixisme qu'on a fait sur l'individu Kabila. Or, nulle part dans le rapport, on a présenté Kabila là où il a mis la main. L'infraction chez nous, l'infraction est individuelle. Si ma femme, si mon enfant, si mon papa commet une infraction, comment peut-on dire que non, c'est la famille Moudjahidine Faye qui a commis l'infraction? Non. Mais s'il vous plaît, estimez Perrault, lorsque vous commettez l'infraction, est-ce qu'on doit imputer cette responsabilité-là à votre femme? Si votre femme commet une infraction, doit-on imputer cette responsabilité à vous? L'infraction est individuelle. Admettons qu'on parle de détournement qu'il y aurait eu dans les passations des marchés à la CENI. Écoutez, l'infraction est individuelle. Mais au lieu de parler d'un cas bien précis, et citer nommément, c'est ceux qui auraient commis ces infractions, mais on dit de manière globale que le clan Kabila. Moi je dis, chez nous en tant que l'aide expert, on comprend qu'on a cherché juste à discréditer un nom. Ça ne peut pas se comprendre. Les infractions peuvent avoir existé. Donc c'est un tir contre Kabila, quoi. Je dis ceci. Non, analysons d'abord, avant d'arriver à la conclusion, analysons d'abord. L'infraction chez nous, elle est individuelle. D'abord ça. Dites-moi par quel mécanisme il peut y avoir passation des marchés à la CENI. Alors, comment voulez-vous que s'il y a eu magouille dans les passations des marchés à la CENI, qu'on impute cela au président de la République? C'est ce qu'on a entendu dans votre rapport là. Toutes les manœuvres qui ont été faites dans les passations des marchés, même à la CENI, on dit que c'est le clan Kabila. On sent que dans cette histoire, qu'on a cherché, il y a un fixisme sur l'individu. Et dans quel objectif? Ça va se savoir. Dans l'objectif de le discréditer. En plus, mais il ne faut pas aussi oublier, les droits c'est un couteau à double tranchant. Qu'est-ce qu'on entend par l'infraction de diffamation? La diffamation, c'est une prévention qui se définit comme étant le fait que les faits soient vrais ou faux. Mais lorsque vous dites certaines choses sur la place publique avec l'intention méchante, il y a deux caractères de l'infraction de diffamation. La publicité
et la méchanceté. Mais lorsque vous entendez ces prétendues enquêtes, vous sentez quoi? Le caractère méchanceté est là. Et la publicité. La publicité, c'est quoi? Le fait de tenir ça sur la place publique en répétant aussi longtemps que lorsque vous lisez dans quelques paperasses que j'ai vues, on ne voit pas nulle part, on a vu la signature et là où il a mis la main. Allez, et pourquoi parler du clan? Parler nommément. Qu'il réponde. Armand, pourquoi parler du clan Kabila dès lors que l'enquête devait s'apaisantir sur des personnes qui auraient trempé dans ça? Est-ce que c'est pas Kabila, individu, qui est visé par rapport à ces enquêtes-là? Monsieur Perrault, je vous parlerai avec un œil non seulement scientifique, mais un œil nationaliste. Je suis lumumbiste, de par ma philosophie et mon idéologie. Ça, je vous ai dit. Monsieur Perrault, dans cette histoire, il y a une sorte de l'acharnement. En tout cas, j'étais parmi les premiers communicateurs de l'Union sacrée. Lorsque j'ai entendu parler de cette histoire de Congo Aldap, j'étais monté au créneau, j'ai tweeté, j'ai fait même des déclarations. Je suis passé à travers beaucoup de médias pour fustiger ces comportements. Vous n'êtes pas pour cette enquête? Je ne suis pas pour, je suis contre. Parce que Monsieur Perrault, on ne doit pas oublier que ces médias dits internationaux, ce sont des médias qui fonctionnent avec la politique extérieure de l'Union africaine, plutôt de l'Union européenne. Ce sont des médias faisant partie du branche de la politique extérieure de l'Union européenne. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour mener ces enquêtes? Ils ont eu des subventions. Ils sont financés. Alors je trouve ça un peu drôle. Pourquoi nous serons toujours dans cette vase d'être pris en otage par ce style néocolonialiste que moi personnellement j'ai toujours dénoncé, j'ai toujours combattu. Si on dirait par exemple que M. Joseph Kabila, sénateur à vie, serait dans une affaire Congo Aldap, mais nous avons la justice dans notre pays. Pourquoi ne pas faire foi, ne pas faire confiance en notre justice, qui jusque-là ne s'est pas encore prononcé quant à ça? Heureusement, je vis même l'IGF venait de passer à un recadrage technique et scientifique des faits. L'IGF nous dit c'est elle qui avait même fourni des éléments d'information pouvant enrichir cette enquête-là. Alors, de leur côté, ces médias dits internationaux et quelques structures manipulées sur le plan international sont allés manigancer, sinon ils ont changé et puis ils ont ajouté des choses selon leur agenda d'enquête. Dans tout ça, ils veulent quoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire c'est Kabila. Mais demain, ça sera qui? Et après demain, ça sera qui? Pour vous, c'est de l'impérialisme. Non, non. C'est l'impérialisme, ça. Je vous dis, c'est de l'impérialisme. Et c'est quelque chose que nous devons à tout prix combattre. Je parle avec mon cœur. Je parle avec mes yeux. Je parle avec ma conscience nationaliste. Ok. Allez, on va finir cette... Faisons foi à notre justice. On doit se méfier de ces histoires-là des médias internationaux inutiles. On va prendre peut-être ces tout derniers sujets. Nicofal, on a presque parlé, ça fait 1 heure. On rapporte que l'auteur ou la personne qui avait décidé d'endosser la fameuse proposition de loi des pères et des mères, M. Ntingim Pouloulou, a une autre loi, proposition de loi dans le cadre des élections, qui conditionnerait l'élection du président, j'espère que vous avez suivi ça, qui conditionnerait la candidature à l'élection présidentielle aux anciens députés et sénateurs. Pour être candidat président de la République, il faut avoir été sénateur ou il faut avoir été député national. Du coup, il y a une sorte d'élevé des boucliers. On dit que c'est entre autres aussi Katoum Bikié, une fois de plus visé. Vous répondez comment à cela? Vous pensez que c'est une loi exclusiviste qui discrimine certains, ou on doit protéger la fonction du président de la République? Je vous surprendrai. D'abord, je suis otage de principe, esclave de la science. Je n'aime pas souvent lorsqu'on parle d'une question qu'on personnifie le débat. La loi n'a que 2 caractères. Le caractère général,
et le caractère impersonnel. Ne faites pas comme ceux-là qui nous ont menti hier en 2006 que cette constitution était l'acte de vente. On a induit beaucoup de Congolais en erreur. Beaucoup n'étaient pas allés au référendum. Suite à ce discours-là, cette constitution pour laquelle aujourd'hui les gens sont en train de jouir, les gens sont en train de voyager dans le monde entier, les gens sont en train de mettre dans les hôtels 7 étoiles avec cette constitution qu'on a prétendu hier l'acte de vente. Une loi doit avoir deux caractères, général et impersonnel. Si vous estimez qu'on a c'est fait contre Katumbi, mais à ce que je sache, Katumbi a été déjà au moins dans ce pays, et le député le mieux élu. À moins que ma mémoire... Non, il n'a jamais siégé parce qu'il était dans un cas de compatibilité. Non, il a été, je crois, il a été élu. Le mieux élu de la République. Il a été élu. C'est-à-dire, à ce que je sache, cette loi ne le concerne pas. Ok. Balayon. Mais il faut éviter que la loi soit discriminatoire. Je m'en vais vous lire la Constitution parce que depuis un temps, je suis resté le seul qui lit aujourd'hui la Constitution. Beaucoup évitent maintenant la Constitution. Lisons un peu l'article 10. Non, pas l'article 10. Article 13. Il faut que je montre parce qu'il faut éviter toujours le débat des paroles contre paroles. C'est la Constitution de la République qui doit régenter le pays et non pas les humeurs d'un individu. Article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Ce n'est pas moi qui le dis, la matrice des lois. On dit, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et accès aux fonctions publiques. Lorsque vous cherchez déjà à catégoriser, ça s'appelle en droit discrimination. On doit ouvrir les brèches à tout le monde. Quand bien même il peut y avoir des conditionnalités. Mais on ne doit pas, de par la loi, limiter, catégoriser les gens qui peuvent accéder à cela. C'est une discrimination et ce sera une violation de la Constitution. Mais je peux vous comprendre sous ce mandat, parce que nous sommes dans un mandat où on ne connaît pas la Constitution, on fout tout au pied, je peux vous comprendre. Mais lorsqu'on propose déjà une loi où on catégorise, on limite les niveaux, ça devient discriminatoire. Et ça c'est s'appelle... C'est anticonstitutionnel. Allez, Armand, vous réagissez comment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que la loi est plutôt la bienvenue ou vous dites que c'est aussi discriminatoire? Bon, d'abord, nous devons d'abord rappeler à nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent en ce moment ici que M. Ntingi Pouloulou, c'est un député national. C'est un élu. Ça fait partie de ses prérogatives de prendre une initiative, sinon de faire une proposition de loi. Mais ça sera examiné. Ça passera dans des commissions. Ça sera débattu. Donc il y a toute une étape à suivre. Il y a un processus linéaire à suivre quant à ça. Avant son adoption et sa promulgation qu'on sort. Donc, il y a des fenêtres sur lesquelles passera cette loi. Donc ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une loi qui viendra avec une sorte de dictat, non, telle qu'elle est, elle est comme ça, elle reste comme ça, non. Ça c'est de 1. De 2, dans la communauté naturelle telle que nous vivons, d'une manière générale, la loi a toujours été impersonnelle et un tout petit peu discriminatoire. On ne verra jamais une loi taillée nette sur mesure pour garantir X ou Y. Tantôt, ça va s'opposer à des injonctions ou soit à des rationalités naturelles d'une communauté à une autre. C'est ça une loi. C'est pourquoi lorsqu'on fait la constitution d'une loi, soit l'élaboration d'une loi, il y a des matières sur lesquelles le législateur se base pour chercher ce que j'appellerais un juste milieu. Vous comprenez?
C'est ça en fait. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on nous dit, pour être candidat, bon, par rapport à l'ancienne constitution, par rapport à la constitution des belligérants, l'actuelle constitution de notre pays, on nous dit pour être candidat député national, il faut être au moins adulte, donc âgé de 18 ans ou plus. Je vous amène maintenant dans une autre réflexion scientifique. Vous avez un jeune homme de 17 ans, bourré de talents et de qualités. Peut-être qu'il a commencé déjà les affaires. Peut-être qu'il a aussi de l'intelligence ou il a des avancées intellectuelles, plus que même un monsieur de 40 ans qui ne sait quoi faire, qui n'a jamais connu un parcours élogieux tout au long de ses études, consort, et il se retrouve quelque part. Vous comprenez? Mais dans cette loi-là, le gars-là de 17 ans, quelque part, nous dirons c'est... Il est discriminé. Il est discriminé. Mais néanmoins, comme c'est une loi, tout le monde ne peut pas se retrouver dans une loi. Donc moi je pense que... Donc toutes les lois sont discriminatoires. Effectivement, moi je pense que c'est un débat qui mérite une réflexion rationnelle en fait. 1h05 minutes concernant d'émission. On va terminer. c'est un député national. Il a les droits de... Il a les droits de faire une proposition de loi. Nico, vous voulez... Mais moi je ne vois pas Katumbi dans ça. Toutes les lois sont... Congolais, il a les droits d'être candidat président. Toutes les lois sont discriminatoires, dit-il. Donc c'est ça. Oui, je l'ai peut-être. Nous avons parlé même langage en des termes différents, mais j'ai souligné les basiques d'une loi. Mais c'est avec beaucoup d'amertume de vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé entre Sesanga et Mbosso. Sesanga aille à dire comment la délinquance peut atteindre ces seuils-là, que le gouvernement, comme je dis qu'on a un régime qui n'a pas la culture des textes, il a dit que comment le gouvernement ne respecte pas la loi des finances. Parce qu'il appelle la délinquance. Mbosso, à son tour, il a dit demander de retirer. Sesanga n'a pas retiré. Il a dit alors, Mbosso a dit que c'est toi qui es délinquant. Et Sesanga aussi a dit que tu es voyou. Ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que je me suis fait comprendre? Les degrés où on a rabaissé la République par le régime totalitaire. L'autre qui défend la loi. On vous demande au moins de respecter au moins la loi des finances. Comment voulez-vous dans un régime où il y a une inspection générale des finances qui défend les dépassements budgétaires, qui cherche à faire croire aux Congolais que non, les dépassements budgétaires sont normaux. Et que lorsqu'il y a des députés qui disent non, respectez au moins la loi des finances, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, cherche à recadrer, cherche à que celui qui a tenu ses propos retire ses propos. Et voilà là où on a rabaissé la République. C'est ce que j'avais à dire. C'est triste. Allez, l'émission est terminée les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Deux personnes m'accompagnaient. Nico Fall Mbikaï, qui est donc journaliste. S'il vous plaît, compte tenu de la calomnie, diffamation, des imputations dommageables, ça c'est mon avis personnel. Il serait de bonne loi que Kabila, qui avait été dans cette affaire, est en justice, attaque tous ces gens-là. Son clan dit que Kabila prépare une contre-attaque. On ne sait pas si ça sera judiciaire ou ça sera quoi. Allez, ça ne peut être que judiciaire. L'émission, ça peut aussi être communicationnel. Hein. Il peut non, ça doit prendre deux axes, à mon avis. Judiciaire et communication. Vous savez c'est quoi? Vous savez la prévention des diffamations. Ce qu'on doit faire, c'est diffère de beaucoup d'infractions. L'infraction d'imputation dommageable, c'est du fait des infractions de détournement. C'est du fait des infractions de décision méchante. Pourquoi? Quand il y a des décisions méchantes, je peux arriver facilement à réparer. Mais lorsque vous m'avez imputé de fait, qui peut mesurer le degré des préjudices subis? Qui peut les évaluer? Allez, on a fini. On verra ce que Kabila fera. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.